Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. On se retrouve ce soir pour une nouvelle édition du best-of des meilleurs moments du 7-8. On s'intéresse ce soir au mois de décembre, un mois qui a été marqué par deux grandes causes comme la journée mondiale contre le sida le 1er décembre ou encore l'opération 2022 du Téléthon, mais également des actualités marquantes. On revient sur ces moments. On en parlait il y a quelques instants, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au niveau national, les dépistages sont au ralenti. Jérôme André, je le rappelle, vous êtes le directeur général de HF Prévention Santé. C'est le cas également dans les Yvelines, les dépistages sont au ralenti? Oui, alors effectivement, on le voit, il y a eu une démobilisation déjà des structures qui pouvaient potentiellement faire du dépistage, les centres de dépistage anonymes et gratuits, donc ce qu'on appelle donc les CEGID, qui à terme deviendront probablement d'ailleurs des centres de santé sexuelle, ont été réaxés aussi pour faire de la vaccination Covid, notamment. On a eu ensuite une autre pandémie qui est apparue durant l'été et qui a été très vite maîtrisée, qui est donc la variole du singe, le monkeypox. Donc on en avait déjà aussi parlé, et ça a aussi mobilisé les mêmes acteurs donc du milieu infectieux. Tout ça combiné fait que, effectivement, la lutte contre le sida fait partie des pathologies qui ont souffert parce que du coup moins de dépistage et donc une prise de conscience bien moindre malgré donc les efforts. HF Prévention, on continue notamment donc dans les Yvelines et on fait partie des rares structures qui continuons donc à faire du dépistage. Nous, je vous le rappelle, on est opérateur donc pour le ministère de la Santé, mais in fine, on le voit que ce soit en Île-de-France ou que ce soit particulièrement dans les Yvelines, il est encore difficile de pouvoir reconquérir effectivement des territoires et de pouvoir aller donc dépister les gens d'une manière simple. Tout cela engendre effectivement un très grave retard au dépistage parce que les gens qui sont effectivement non découverts peuvent potentiellement donc déclencher des cas de sida et donc décéder et puis faire des formes de cancer ou autres, puisque du coup ça fait partie effectivement des différentes pathologies et en plus continue à contaminer d'autres personnes sans le savoir. Donc on va avoir effectivement dans les années à venir un boom de contamination et heureusement effectivement que les pouvoirs publics continuent à se mobiliser et notamment aussi les structures type la région Île-de-France autour de Valérie Pécresse qui permet aussi d'avoir des autotests, des tests dans le cadre de Île-de-France sans sida. Comment se faire dépister? Donc, on peut aujourd'hui donc se faire dépister dans les unités mobiles d'HF Prévention, que ce soit à Saint-Quentin en Yvelines, on travaille beaucoup avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines, parce qu'on le rappelle, les cas de contamination, c'est essentiellement les personnes qui sont moins de 25 ans, parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore ce réflexe de pouvoir utiliser donc le préservatif. Et puis, les plus de 45 ans, alors Santé publique France dit les plus de 50 ans, mais en réalité, l'âge charnière, c'est les plus de 45 ans, parce qu'il peut y avoir des changements de vie. Et puis des nouveaux comportements, quand vous avez été en couple pendant 20-25 ans et que vous retrouvez une forme un peu différente de sexualité, eh bien vous allez prendre des risques. Parce que vous ne vous sentez pas forcément concerné, parce qu'on imagine toujours que ça peut être les autres. L'autre actualité de ce week-end, c'était également le Téléthon. Plus de 78 millions d'euros ont été recueillis vendredi et samedi en France contre les maladies génétiques rares. Alors quel est le bilan dans les Yvelines où plusieurs animations étaient également organisées pour récolter des fonds? Exemple à Magny-les-Hameaux et aussi dans la commune des Clés-sous-Bois avec Mathilde Francoux et Nicolas Dandry. L'Alsace à l'honneur au gymnase Chantal Mauduit de Magny-les-Hameaux pour cette 36e édition du Téléthon. Et cette année, la commune a été choisie pour être le village du secteur Est dans les Yvelines, une fierté pour l'association Objectif Téléthon Magnicois qui existe depuis 15 ans. L'année dernière, on a battu un record, nous étions à 3,83 € par habitant. C'est un beau chiffre parce qu'on est à 1,13 € à Paris. On en est très très fiers et cette fierté fait que nous sommes aujourd'hui village Téléthon, reconnu donc dans ce qui est fait ici à Magny-les-Hameaux. Au programme de nombreuses animations, basket, coloriage et courses sportives. Aujourd'hui, on a fait une course itinérante avec plus de 30 jeunes sapeurs-pompiers.
On en a parlé en début de semaine. C'était lundi que débutait le procès du Val-Fouré de Mantes-la-Jolie au tribunal judiciaire de Versailles. Le procès se termine aujourd'hui. On connaît maintenant les réquisitions. Alors effectivement, pour rappel, le procès se tenait pour dénoncer un système de raquettes présumé sur le marché du Val-Fouré. 8 prévenus étaient jugés cette semaine. Après 2 heures de prise de parole, la magistrate Pamela Tabardel a réclamé aujourd'hui des peines variant de 18 mois à 5 ans de prison ferme sans mandat de dépôt pour 7 des 8 prévenus. Elle a également requis une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique ou de se rendre à Mantes-la-Jolie pendant 5 ans pour plusieurs prévenus. Concernant Sidi El Emer, ex-élu et maire par intérim de Mantes-la-Jolie, le parquet a demandé 1 année de prison avec sursis et une inéligibilité pendant 5 ans. L'information de ce week-end, on vous en parlait dans les titres, c'est cette marche blanche organisée hier dimanche entre Coignères et Maurepas, un moment de paix pour rendre hommage à Djibril. Ce jeune adolescent de 14 ans a été assassiné lors d'une rixe dans la nuit du 26 au 27 novembre dernier devant le gymnase du Moulin à Vent à Coignères. On regarde le reportage de Mickaël Midoro et de Nicolas Dandry. Vous vivez les mêmes galères, vous vivez les mêmes choses. Le quotidien, il n'est pas facile. Émotion, incompréhension et prévention, la maman de Djibril a tenu à s'adresser aux jeunes, qu'ils soient de Maurepas, de Coignères ou encore de La Verrière. Ils sont tous touchés par la disparition de son fils de 14 ans, assassiné il y a 2 semaines. Djibril, il a grandi ici, son père, il a grandi à Elancourt, son grand-père, il habite à La Verrière, et il a des cousins à Trappes, donc il a des copains partout. Partout, il a des copains, Djibril. Et il n'avait pas de problème particulier avec les autres. Pour rendre hommage à son enfant, une marche blanche a été organisée au départ du gymnase du Moulin à Vent à Coignères jusqu'au Stade du Bois à Maurepas. Plus de 1000 personnes ont participé à ce moment de recueillement. Mais je le connaissais, ouais, on se voyait tous les jours, je lui donnais des conseils, je lui criais dessus, voilà. Je suis ami avec son père. Le jeune, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup de jeunes qui sont amis avec lui, qui sont danseurs avec moi. Donner un soutien à la famille, parce que là, ce qui s'est passé, franchement, c'est inadmissible. Un jeune de 14 ans qui est décédé, franchement, c'est inimaginable. Une atmosphère silencieuse, calme et apaisée entourait ce rendez-vous, en présence des maires des 2 communes liées par ce drame. Mais il ne suffit pas de dire plus jamais ça pour que ça n'arrive plus. Il faut effectivement mettre en place les mesures qui s'imposent et il faut effectivement que l'éducation, je l'ai dit dans mon discours, il faut que l'éducation redevienne véritablement la priorité des priorités parce que ce n'est que par l'éducation que nous en sortirons. C'est pas par la répression, on le sait très bien. Pour rappel, l'adolescent a été tué lors d'une rixe dans la nuit du 26 au 27 novembre devant le gymnase du Moulin à Vent en marge d'un événement de MMA. Jean, le centre hospitalier de Versailles a été victime d'une cyberattaque. Victime d'une cyberattaque samedi soir, l'hôpital André Mignot de Versailles a déclenché son plan blanc qui permet de prendre des mesures exceptionnelles en cas de crise. Vers 21h, des ordinateurs affichaient un message concernant des informations dérobées. Pour limiter la propagation sur le réseau, la direction a coupé l'ensemble du système d'information. Une cellule de crise a également été ouverte. On écoute le témoignage du maire du Chêne-Rocancourt au micro de Patrick Jacques de Dixmude. L'idée, c'est d'accompagner l'équipe qui est en gestion de crise le temps qu'il faudra, donc sans doute jusqu'à Noël, pour s'assurer qu'ils ont l'ensemble des moyens. Donc dès hier, le ministre de la Santé, François Braun, est venu indiquer que le SAMU zonal, donc le SAMU Île-de-France, était venu apporter dès hier soir des moyens, notamment en matière de biologie, pour venir pallier les défaillances liées à l'attaque. Donc on a, en termes de matériel, on n'aura pas trop de soucis. Je pense que la solidarité va fonctionner. Derrière, il faut qu'on s'assure que les personnels tiennent dans la durée. L'ARS Île-de-France, agence régionale de santé, invite les patients à composer directement le 15 en cas d'urgence. L'établissement peut aussi compter sur la solidarité régionale. Certains patients ont été transférés dans d'autres établissements franciliens, comme nous l'explique Alexandre Moquédé, directeur de la communication au centre hospitalier de Versailles. 6 patients ont été transférés par précaution sur des patients qui étaient particulièrement instables, étant donné que le système d'information était indisponible pour faire le suivi et la surveillance de ces patients au central qui n'était pas possible, on a préféré les transférer. Le mois de décembre a également été marqué par de belles initiatives. Nous avions notamment suivi ces sessions de job dating en faisant du tennis ou encore l'association Tiekart qui vient en aide aux jeunes de banlieue à travers le théâtre. Et avec vous, on va parler de théâtre.
Et oui Grégory, j'ai assisté à l'un des ateliers proposés par l'association Tchèque-Art. C'était il y a quelques semaines au centre culturel Le Chapelain à Mantes-la-Jolie. Justement, Mamadou Traoré et Marwan Arbouch, vous nous avez rejoints. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous faites partie des mentors de l'association. Je vous propose de regarder le sujet. C'est bien. Super. Continue, bien. Apprendre à interpréter un rôle, tenir la pose face au public, s'écouter et écouter les autres. Ta place est toujours dernière, laisse un peu les autres être derniers aussi. C'est important de laisser la place aussi aux autres. 2 fois par semaine, ils sont une quinzaine de collégiens à participer aux ateliers du dispositif culturel Tchèque-Art mis en place par l'association Jeunesse sans frontières. Bravo, bravo. Soutenu par les établissements scolaires partenaires, le but est d'encadrer la jeunesse et leur faire découvrir le théâtre comme moyen d'expression pour aborder les problématiques sociales liées à la banlieue. Et il y a un rôle important, celui de mentor. Justement, comment vous êtes arrivé dans cette initiative? Qu'est-ce qui vous a plu et pourquoi vous êtes joint dans ce dispositif, Marwan? Alors le mentorat c'était un projet parmi le grand projet Ikigai. Donc on a accepté dès qu'on nous a proposé en fait ce projet, surtout quand on a su que c'était sur le thème de l'harcèlement. C'est un thème qui touche beaucoup d'enfants aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui nous a tout de suite touchés. Donc on a accepté de rejoindre le projet et de mentorer ces jeunes sixièmes, de les accompagner d'un point de vue culturel avec l'association. Et Mamadou, Rudy utilisait le mot de bienveillance, c'est aussi ce que vous avez ressenti, vous, dans ce travail qui est mené encore actuellement? Ouais, exactement. Ce travail qu'on a mené, on voulait justement leur retranscrire, nous, toutes les bonnes volontés, et pour que ça leur fasse, un bagage, un bon bagage pour la vie. Et franchement, si on peut aider, on aide. Et le moyen culturel, franchement, c'est un bon moyen. Gabriel? Alors vous leur apportez beaucoup, on l'a compris, mais qu'est-ce que eux vous apportent? Franchement, ce qu'ils nous apportent, indescriptible. J'ai envie de vous dire parce que c'est des enfants. Et quand on parle d'enfants, on parle de sujets sensibles forcément. Mais pas que. Ça nous donne le sourire, franchement, de les voir se développer, de se dépasser pour quelque chose qui leur tienne à cœur aussi, parce que s'ils sont là aujourd'hui, parce qu'ils ont conscience aussi. Donc ils veulent faire comprendre à leurs camarades leur engagement et la thématique sur laquelle on travaille. Dans le cadre de la semaine des lycées professionnels, le Centre national de football de Clairefontaine donnait hier, ce mardi 6 décembre, plusieurs tables rondes. Le but, faire connaître des métiers méconnus en lien avec le sport. Le reportage de Régine Ralech. Ce mardi 6 décembre, collégiens, lycéens et enseignants se sont réunis à Clairefontaine dans le Centre national de football. Le but ? Découvrir et valoriser les métiers de la filière professionnelle en lien avec le sport. Alors aujourd'hui, les élèves lycéens, il y a une douzaine de lycées représentés avec donc 12 formations sur la sécurité, sur l'accueil, de la maintenance, sur de la cybersécurité, sur de la vente. Et en fait, c'est de montrer qu'il y a des métiers en lien avec le sport qui sont un petit peu cachés et qui contribuent à la réussite peut-être des Bleus aujourd'hui. Pour donner envie, ce sont des lycéens de filières professionnelles qui mènent les ateliers de découverte. Ici, ce sont les métiers de la sécurité qui sont expliqués. Gendarmes, policiers ou bodyguards pour les célébrités comme les joueurs de football, de quoi séduire les élèves. Ça nous ouvre plusieurs portes et ça nous change de la générale. Pour quelques personnes qui savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. La filière professionnelle, pour moi, elle est hyper intéressante parce qu'on peut accéder à plusieurs formations ou plusieurs débouchés, donc dans plusieurs métiers. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit tour de table. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'expliquer ce qu'est un tribunal administratif ? Alors, je pense que comme son nom l'indique, il règle des litiges liés à l'administration, avec des administrations. Oui, vous avez d'autres idées ? Pour être dans le juridique... Écoutez, alors voici une définition très claire qui s'affiche à l'écran. Donc le tribunal administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations. Donc par administration, on entend État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d'une mission de service public. Bon, Mathilde n'était pas très loin. Non, pas très loin, c'est vrai.
Alors, cette semaine, la semaine de stage était organisée par le tribunal administratif et l'Académie de Versailles dans le cadre du parcours citoyen, ce qui permet aux élèves des collèges des Yvelines classés REP, donc Réseau Éducation Prioritaire, alors, excusez-moi. De découvrir des métiers. De découvrir les métiers de la juridiction administrative et même de susciter des vocations. Donc, durant cette semaine, les élèves ont pu assister à des audiences de chambre, de référés et d'urgences étrangers. On écoute tout de suite Amina, l'une des stagiaires, au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. C'est un très bon stage parce qu'en fait, j'apprends des choses et en même temps, je pensais que ça allait être stressant et très carré. Mais en fait, pas du tout. On rigole, on travaille en s'amusant et ça nous améliore, quoi. On continue cette édition avec un très beau résultat. On vous en disait quelques mots au début du 7-8. C'est du tumbling. Il est licencié au Claye-sous-Bois et Axel Duriez vient de remporter la médaille de bronze aux mondiaux de tumbling. C'était à Sofia en Bulgarie. Nous avons la chance de la voir en compagnie, je le disais, de son coach qui est un fidèle du plateau. On a le plaisir de le recevoir souvent, René Ebami. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette médaille de bronze? Vous êtes venu avec d'ailleurs autour du cou. Ça vous fait quoi, Axel? Ça fait un très grand honneur déjà, puisque c'est toujours un rêve de gagner face aux plus grands ou même de faire une médaille face aux plus grands. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pu faire cette médaille, battre certains grands que j'ai toujours rêvé de battre. Puis donc pour moi, c'est un rêve. Est-ce que vous réalisez justement, Axel? Oui, j'ai réalisé, oui, parce que à chaque fois que je fais une compétition assez importante, dès que le résultat est tombé, je passe déjà à la prochaine, je pense déjà aux prochaines compétitions qui arrivent. Donc réaliser, oui, j'ai déjà réalisé, mais je suis déjà sur mes prochains objectifs. Oui, c'est pas un aboutissement pour vous, c'est peut-être la suite d'autres choses, mais vous l'avez fêté quand même, cette médaille, rassurez-vous. Ah oui. Comment vous l'avez fêté? J'ai fait un peu la fête avec tout le monde, toute l'équipe de France, toutes les personnes qui étaient là. Et puis en rentrant chez moi, j'ai vu ma famille et tout le monde m'a félicité. Il a fait le buzz récemment avec son nouveau titre Coupe du Monde au Qatar qui totalise plus de 100 000 vues sur YouTube. Le rappeur Kurta vient de sortir son nouveau projet musical 7K8-2, la suite de son EP 7K8 sorti il y a 2 ans. On y retrouve 10 titres dont Coupe du Monde au Qatar ou encore Omar Sy avec 8 sons inédits également. Kurta parle de son EP à Grégory Canalé. On écoute un extrait. C'est des morceaux sur lesquels j'ai vraiment beaucoup travaillé et qui sont ouverts à tous. Il y a de la pop, il y a du rap, il y a des messages, il y a de quoi s'évader. C'est vraiment un projet qui, je l'espère, va vous plaire. Quitter le cocon, j'ai dit comme une envie de voir autre chose. Comme un goût de métamorphose, fini le maquillage sur le coton. Faut quitter le cocon comme les papillons. Papillon, comme le papillon. Papillon, tout comme le papillon. Papillon, comme le papillon. L'actualité de ce week-end niveau sport, c'était ces quarts de finale de la Coupe du Monde de football avec la France. Avec la France qui a brillé, qui a gagné 2-1 face à l'Angleterre. On l'a tous vu, je crois 18 millions de Français ont vu ce match à la télévision. Et il y a eu aussi la victoire du Maroc, un peu plus surprenante la victoire du Maroc. Mais en tout cas, on a pu suivre ces 2 exploits dans les Yvelines et forcément, il y a eu beaucoup d'ambiance. Un reportage de Mathilde de Francoux, de moi et de Mathilde de Francoux qui était sur place. Dans 2 villes des Yvelines, c'était à Poissy et à Trappes. On regarde tout de suite ce reportage sur la joie des supporters des Bleus et des supporters du Maroc dans les Yvelines. Une Marseillaise pour commencer une nouvelle soirée historique pour le football français. Plusieurs dizaines de supporters des Bleus ont décidé de donner de la voix au forum Armand Peugeot de Poissy lors de ce quart de finale contre l'Angleterre. Puis soudain, à la 17e minute de jeu, Aurélien Tchouaméni rend ivre de bonheur les Pissaquais. Tchouaméni, il est... 1-0, ce sera le score à la pause. On a maîtrisé le ballon, les Anglais ont été un peu dangereux, mais on a réussi à marquer tôt, donc on est plutôt pas mal pour la deuxième mi-temps. Là. Beaucoup d'engagement, après ce qui compte c'est de travailler en équipe, et je crois qu'on a su mettre l'intensité qu'il fallait dans les duels pour pouvoir se projeter vers l'avant et marquer le but qu'il nous faut pour la victoire. Refroidis par l'égalisation anglaise en début de seconde période, les supporters français continuent d'y croire et la libération arrivera à la 78e minute grâce à un but de Giroud. Après quelques frayeurs, les Français sont en demi-finale de la 22e Coupe du Monde.
Quelques heures plus tôt, ce sont les supporters marocains qui ont exulté dans ce bar portugais situé près de la mairie de Trappes. Le Maroc s'impose face au Portugal sur le score de 1-0, direction les demi-finales, une première pour un club africain. La France s'est inclinée hier face à l'Argentine à égalité 3-3. À la fin du match, c'est au tir au but que les Argentins portés par Lionel Messi se sont imposés. Oscillant entre joie et tristesse, les supporters yvelinois ont suivi ce match d'exception qui n'a cessé de jouer avec nos émotions. Jouer au tennis avec son recruteur juste avant son entretien d'embauche, un concept original vécu par ces 30 jeunes issus de quartiers prioritaires lors du jeu 7 et Job ce mardi 6 décembre. Organisé pour la première fois à Trappes par l'association Faites le Mur de Yannick Noah, cet événement a permis de rassembler une dizaine d'entreprises. C'est un concept de job dating en fait directement sur le tennis afin de désacraliser le recrutement, de déstresser un peu les jeunes. Ça crée un lien direct qui est plus facile où directement le recruteur et le jeune se parlent sur le terrain. On parlait de salaire, de comment ça se passe au niveau du travail, s'il y a des jours de repos particuliers. Je trouve que c'est une méthode très innovante qui permet aussi de briser la glace auprès de ces candidats. Aujourd'hui, il faut aller au-devant des candidats, il faut aller les chercher au plus près de chez eux. Donc je pense que le sport aussi permet de mieux prendre contact avec eux et puis voilà, de faciliter la communication. Après un moment sportif, l'ambiance est devenue plus formelle dans ce cadre atypique. Table posée à même le terrain pour le job dating. Des postes autour des métiers de la climatisation, de la mécanique ou encore de l'armée étaient proposés. Pour moi, c'est super important de participer au job dating parce que je suis à la recherche d'un emploi, soit en CDI, soit en restauration, en commerce, en garde d'enfants. Ça permet aussi de se faire connaître auprès des jeunes, puisque moi je travaille pour une agence d'intérim et on se rend compte que les jeunes connaissent de moins en moins le monde de l'intérim. Donc c'est vrai que c'est important aussi de se faire connaître. Ça lève quelques barrières en fait des deux côtés. Ça lève des barrières peut-être un peu des appréhensions de la part du jeune déjà. Du jeune envers le recruteur, c'est peut-être des fois un monde qui n'est pas forcément atteignable, mais aussi de la part du recruteur envers le jeune, qui n'a peut-être pas la bonne image des jeunes de quartier. En amont, certains de ces demandeurs d'emploi étaient formés à la prise de parole en public à travers des simulations d'entretien et des perfectionnements à l'oral. Présente dans toute la France, l'association Faites le Mur intervient chaque année auprès de 13 000 bénéficiaires. Au château de Versailles, une spectaculaire opération de grutage s'est déroulée ce mardi matin. L'objectif, restaurer le fameux bassin du char d'Apollon situé dans les jardins dans la continuité du château. L'ensemble a été retiré pour être acheminé dans un atelier. Les 13 sculptures en plomb seront entièrement restaurées et redorées. Au total, le projet va nécessiter 18 mois de chantier. On écoute Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles. C'est d'abord une immense émotion pour nous tous ce matin, parce qu'on a le sentiment de vivre un moment totalement inédit, presque historique, si on n'avait pas peur des grands mots, en assistant à ce départ d'Apollon pour cette grande restauration que l'on attendait depuis longtemps. C'est une restauration qui était urgente, comme on a pu vous le montrer et comme on peut le voir. On voit de près que ces sculptures sont extrêmement abîmées, mais que aussi tout ce bassin a besoin d'une grande restauration. Et on reste dans une ambiance hivernale. Partir au sport d'hiver dans les Yvelines, c'est possible. C'est ce que vous propose le parc alpin à côté de 1100, installé depuis le 1er novembre sur l'île des impressionnistes de Chatou. Il vous propose de multiples activités ludiques, ski, luge ou encore raclette en téléphérique. Céline Charles, vous avez testé plusieurs activités. Oui, j'ai testé la patinoire, la luge, tant bien que mal le ski et bien sûr le repas vous êtes bien dans une télécabine. C'est ça, je vous propose de découvrir ces activités ensemble. Faire du ski à quelques minutes de Paris, c'est possible sur l'île des impressionnistes de Chatou. Je me trouve actuellement au parc alpin à côté de 1100. Ski, raclette ou encore patinoire, venez découvrir avec moi ces nombreuses activités. Je me trouve actuellement avec Céline Kaya, directrice de la communication et marketing de ce superbe endroit alpin, du coup village alpin. Qu'est-ce que c'est un petit peu? Est-ce que vous pouvez me présenter du coup qu'est-ce qu'on y trouve? La première station d'hiver de l'ouest parisien. On y trouve 3 sites dans un site.
On a une piste de luge, une piste de ski avec biathlon, une piste de ski alpin et une grande patinoire de 500 m². Le parc After Work avec 3 bars et des DJ à partir de 17h le soir. Et la troisième partie qui est le domaine de la restauration avec 150 télécabines et plus de 10 téléphériques qui vont de 8 à 16 personnes. De 11h le matin à 23h30, on peut venir déjeuner à partir de 11h le matin et toute la journée, c'est un service continu en télécabine. Et le soir à partir de 19h en télécabine pour fondue et raclette. C'est vraiment l'ambiance du ski avec les produits savoyards, un grand sourcing savoyard. Tous les produits viennent de Savoie. Et c'est pour tout public. Et c'est pour tout public. Vraiment des tout petits. C'est gratuit pour les moins de 5 ans. Et on fait un droit d'entrée, mais qu'on appelle le pass entrée de 10 €, mais qui est un bon de consommation. C'est pas une vraie entrée. C'est vraiment pour consommer sur place, pour avoir droit à une attraction, à des crêpes, à des chocolats chauds. Et du coup, pour la patinoire, pour la consommation d'énergie aussi des télécabines, comment vous avez un petit peu aménagé ça? Tout à fait. Les 500 m², oui, de patinoire. On travaille avec une très belle société qui s'appelle Cinerglass, où la consommation d'énergie équivaut à 3 foyers de 4 personnes sur un mois. Et surtout, en télécabine, on a retiré tous les chauffages qui étaient présents dans les télécabines. Les 150 télécabines n'ont pas de chauffage. C'est pour ça qu'on demande aux clients de jouer le jeu, de venir en tenue de ski, et puis on fournit les plaids tous les jours. Et le vin chaud. Bon, moi, ça m'a donné envie, en tout cas. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais aller tester ces activités. Bonjour. Est-ce que ce serait possible de faire du patin, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais vous prendre vos chaussures, s'il vous plaît. C'est parti. Après la patinoire, un petit passage par la piste de luge de plus de 4 mètres de haut et 25 mètres de long. Puis je me suis rendue sur la piste de ski, un tapis roulant en revêtement synthétique qui permet de s'initier ou de retrouver des sensations. Droit, Bravo! Après l'effort, le réconfort en télécabine avec une carte savoyarde appétissante, ce sera fondu à la truffe pour cette fois-ci. Si vous n'avez pas la chance de partir au sport d'hiver à la montagne, pas de panique, vous pouvez venir vous initier ou pratiquer ici jusqu'au 29 janvier prochain. Et en plateau, on retrouve aussi Nicolas Dandry qui arrive. Voilà, qui arrive également sur son 31. On ne s'est pas concerté, Grégory, hein, mais on a la même couleur de nœud papillon. Nœud papillon, on est un peu sur les mêmes tons, bleu, ouais, voilà, également ça. Avec le petit nœud papillon rouge. Ouais, également. Alors Tyson est en train de monter sur la table du statut. Voilà, on est en direct. Mais Tyson peut monter sur la table s'il le souhaite. Il y a pas de souci. Il y a aussi bien les personnes qui contribuent à cette émission en coulisses, les techniciens et également notre chef d'édition Mélanie Poquet. Vous voyez la régie de TV78 avec Ludovic, avec Xavier et avec Nathan qui sont installés, et Mélanie également derrière qui veille au grain pour que toute cette émission se déroule de la meilleure des manières. On l'a vu dans cette émission, on vous a donné des idées de décoration pour le sapin, des idées de cadeaux, mais alors je pense que les Yvelinois cherchent aussi à savoir ce qu'ils vont mettre sur leur table lors du réveillon. Et justement, à ce propos, je suis allée à la cabane de Grimm pour filmer la préparation d'une bûche de Noël. Je ne sais pas si vous êtes plutôt sucré ou salé autour du plateau. Sucré. Sucré. Moi plutôt salé, mais je refuse pas une bonne bûche quand même. Voilà, à Noël, c'est toujours le petit mets classique à mettre sur la table. Et ben pour les gourmands qui sont plutôt sucrés, je vous propose de regarder la bûche de Noël concoctée par la cabane de Grimm à Oudan. Bonjour, Cécile François Gomez, je suis dirigeante de la cabane de Grimm et artisan chocolatier glacier. Ce que je vous propose là, c'est de vous présenter le montage d'une bûche phare que l'on a cette année, qui est la bûche Galaxy, puisque toutes nos pièces tournent autour du thème Un Noël dans l'espace cette année. Je vous propose de monter cette bûche. On va commencer par turbiner le sorbet ananas. J'ai déjà préparé à l'avance un insert sorbet mangue passion que je vais recouvrir de chocolat. C'est parti. On va mixer, émulsionner la glace avant de la mettre en turbine. Voilà, ça permet de bien lier les éléments entre eux pour avoir une glace la plus onctueuse possible. Et on va verser ça dans la turbine. Voilà. Et on en a pour une petite vingtaine de minutes.
Alors là maintenant ce qu'on va faire c'est préparer l'enrobage de notre bûche. Alors là, on va sortir la glace de la turbine. Je récupère mon insert. En fait, le montage d'une bûche se fait à l'envers. Alors, là, nous allons démouler notre bûche maintenant qu'elle a bien refroidi. Bon bah voilà, nous avons réalisé ensemble la bûche Galaxy. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Moi je coupe l'orange en petites tranches. Je les ai préparées à l'avance. Voilà. Pas trop épaisse, hein, un demi-centimètre, c'est parfait. Je coupe mes tranches. Je prends du fil et une aiguille. Bon, j'ai choisi un beau jaune, la même couleur que l'orange. Et puis je peux faire ça avec plein d'agrumes, du citron jaune, du citron vert, même du pamplemousse si je veux. J'enfile mon fil, hein, et je construis des guirlandes comme ça, voilà, que je vais accrocher sur la fenêtre ou sur la porte, qui peut être autour de la couronne de Noël. Tyson, il nous a été abandonné au refuge par ses anciens maîtres. Après, il a été adopté 2 fois. Et malheureusement, il n'arrive pas à s'habituer à la vie urbaine, notamment avec les enfants. On pense qu'il a déjà été embêté par des enfants et du coup, il les supporte absolument plus. Ouais. Donc maintenant, son prochain placement, ça va être dans une maison à la campagne. Voilà, sans enfants. Et il s'entend très bien avec les autres chiens, par contre. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous l'avez dans votre refuge, du coup? On l'a depuis février. Donc on aimerait qu'il ne fête pas ses 1 an au refuge. Voilà. Et vous disiez, alors pas forcément avec des enfants, mais en tout cas, il est très câlin. C'est ce qu'on a remarqué aussi en rédaction. Il est venu oui. Vers nous avant l'émission et voilà. Là, bon, il est posé tout à l'heure, il est monté sur la table, mais ouais, c'est quelqu'un, c'est un animal très affectueux. Ouais, très affectueux, très attachant, qui protégera sa famille. Donc il faut évidemment pas trop recevoir parce que il n'est pas fan des invités au foyer. Il est gardien. Franchement, c'est ça qui fait coin-coin. Ouais. Non, c'est ça qui fait. On tire dessus. Mais c'est pas pour vous, on tire dessus. Tu appuies dessus. Vous appuyez dessus, Nicolas. Pour le quiz tout à l'heure. Voilà. Il s'est réveillé. Il a réveillé Tyson. Nicolas Dandry a une question. Ah oui, puisque, en fait, voilà Nicolas Dandry. Expert qui est mort de rire depuis tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, alors Tyson, il porte bien son nom. C'est clairement. Ah oui. Voilà, le couette, voilà. Pour le quiz, là c'est cuit. Mais Tyson porte bien son nom. Hein. Je crois que vous avez testé après, donc tout à l'heure on voyait la bûche, vous avez testé aussi la fabrication du pain d'épices? Oui, tout à fait, avec Gabriel, on est allé faire des décorations sur des pains d'épices. Alors c'était pas si facile que ça, Grégory, j'ai eu un peu de mal quand même. Donc c'était la décoration, pas la fabrication, la décoration. Oui. Décoration et puis assemblage, je vous propose tout de suite de regarder le reportage. Et je me trouve juste
justement avec Aurélie Sulpisio pour confectionner mon propre pain d'épices. Alors Aurélie, on commence par quoi? Alors nous, on a fait les maisons au préalable avant votre arrivée. Donc une pâte à pain d'épices où dans un batteur, on va mélanger la farine, la levure, les œufs et un mélange d'épices avec de la cannelle, de l'anis vert, de la badiane et d'autres que je ne citerai pas pour des raisons évidentes. Et là, on va s'attaquer aux décorations des petites maisons. Super. Moi, je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Vous allez me conseiller. C'est facile. Vous avez déjà tenu une poche à douille? Non. C'est pas grave. On a fait des couleurs. C'est de la glace royale, ça s'appelle. C'est un mélange de blanc d'œuf, de sucre glace avec un zeste de citron auquel on ajoute du colorant naturel. D'accord. Vous avez mis 2 secondes pour faire les deux façades et moi j'ai mis 1 heure pour faire ma première façade. C'est normal. C'est pas mal. Ça fait un peu pain d'épices d'enfant quand même. Hein. Je pense que la première fois que j'en ai fait, je devais être pire que vous. Et on va voir également Thomas Fletcher qui était à la caméra volante, voilà, qui nous a permis également de pouvoir... Qui a un super pull d'ailleurs. Voir Tyson aujourd'hui, il a fait son petit pull de Noël personnalisé TV78. Peut-être que Thomas vous donnera tous ses bons conseils pour le réaliser chez vous. Et cette émission Best of est déjà terminée. Merci d'avoir été avec nous sur TV78. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous retrouve très vite.